Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Johan. Ravi de vous avoir pour un thème qui me plaît beaucoup, parce qu'on est vraiment sur une hybridation entre la création de contenu, l'entrepreneuriat, le lancement d'une start-up. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir creuser là dans les prochaines minutes avec toi. Donc ravi de t'avoir avec nous. Je pense, en préparant, on a vu sortir pas mal de sujets. Donc on va les passer en revue. Quand on parle de création de contenu, on a quelques noms qui nous viennent assez vite de cette nouvelle génération de personnes qui ont pris la parole. On pense à Mathieu Stéphanie sur le podcast Génération Do It Yourself. On pense à Nina Ramen qui prend beaucoup la parole sur LinkedIn. On pense à Shubham Sharma sur YouTube qui a cassé un peu les codes du truc et qui a pris aussi sa place. Et puis il y a ton nom qui revient, Johan Lopez, Snowball, sur un format qui est encore finalement assez nouveau, en tout cas de ce côté-ci de l'Atlantique et en France, qui est le format newsletter professionnel. Et ça me semblait super intéressant de creuser ça. Alors c'est très réducteur quand je dis newsletter professionnel, et on va avoir le temps de revenir là-dessus. Mais en tout cas, ça me paraissait vraiment super intéressant qu'on puisse creuser ce sujet-là avec toi. Donc je suis très heureux de t'avoir. C'est sans doute aujourd'hui la newsletter la plus rentable de France, et ça tombe bien parce que tu donnes des conseils sur les finances perso au départ, sur plein d'autres sujets aussi maintenant. Donc c'est bien que tu te sois aussi appliqué finalement à toi-même le sujet que tu partages là-dessus. Et puis on va creuser deux aspects. On va avoir un peu en deux grandes parties sur ce temps. On va avoir un premier, on va s'intéresser plutôt au contenu, c'est de ça que tout part pour toi. Et puis on va s'intéresser ensuite à la partie business. Donc voilà, thèse en deux parties. On essaiera de faire une conclusion, on essaiera de tenir le timing aussi sur cette partie. Donc toi, Johan, je vais essayer de te présenter, mais tu nous en diras un petit peu plus aussi. Toi, tu es passionné d'économie à la base, tu l'as étudié et pratiqué dans pas mal d'endroits différents. Et puis tu es tombé dans le monde des startups avec principalement deux grandes expériences très tournées marketing chez WeThings et puis chez Comet, avant de te lancer dans l'aventure Snowball. Peut-être pour planter le décor, nous dire un petit peu par quelle phase tu es passé dans ces startups-là. Ouais, alors j'ai commencé en product, en fait, en product manager, assistant product manager chez WeThings, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais pas fait de marketing, j'avais pas étudié de marketing, donc ils m'ont accepté en product. Finalement, ils n'avaient pas de place en product à la fin du stage, donc ils m'ont dit on a une place en marketing. J'ai dit pourquoi pas. J'adorais la boîte, on était 45 à l'époque. Et donc voilà, j'ai appris sur le tas chez WeThings, et ensuite, au bout de 3 ans, un peu avant le rachat par Nokia, pour ceux qui se souviennent, ça commençait à être un peu plus compliqué en interne, et je me suis dit bon, il est temps d'aller voir ailleurs, et donc là j'ai fait le wagon. Ceux qui connaissent pas, c'est le bootcamp développement web, donc apprendre les rudiments du développement web. Je voulais pas devenir dev, c'était pas le but, mais plus avoir une nouvelle corde à mon arc. Et ensuite, c'est bien tombé parce que je suis arrivé chez Comet, donc plateforme de mise en relation de freelance tech avec des grands comptes. Donc je connaissais un peu la tech de par le wagon, et donc du coup ça tombait bien. Et donc là-bas, j'ai fait un peu de tout. En fait, je suis arrivé, on était 3 dans la coloc des cofondateurs encore, et donc je suis passé de B2B marketing à Head of Marketing, à CMO, à gérer la communauté, donc on fait un peu de tout en startup, quoi. Et donc là, pareil, au bout de presque 4 ans, j'ai commencé à m'essouffler un peu, et je me suis dit, il est temps de faire autre chose. Et donc là, j'avais discuté avec Charles en lui disant que je voulais partir. Je ne sais pas si je m'avance sur le lancement de Snowball, mais voilà, je vais m'arrêter là. Mais écoute, ça tombe bien, parce que tu sais que c'est ma question d'après. Effectivement, et alors là, on est quelque part aux alentours de début 2020. On a tous en tête ce qui se passe au début 2020, donc tout le monde se retrouve aussi avec un peu du temps et puis des idées à explorer. Et tu travailles effectivement sur un projet qui est plutôt un side project au départ, qui est plutôt une envie d'exprimer des trucs et de tester des choses. Et qui s'appelle peut-être pas tout de suite d'ailleurs Snowball au départ. Alors, enfin oui, il y a eu 2 choses. J'avais lancé une autre newsletter avant qui s'appelait Behind the Curtain, et là l'idée c'était d'aller creuser, aller dans les coulisses des startups. Et donc là l'idée c'était chez Comet, en fait on partageait beaucoup, on était très transparents sur nos méthodes de travail, tout ça, et je me suis dit ça pourrait être cool d'aller voir d'autres startups et de voir si elles sont prêtes elles aussi à s'ouvrir. Et donc j'avais lancé ça par hasard, et ça marchait bien, hein. Je commençais à avoir 3000, 4000 abonnés, bon c'était pas énorme mais ça marchait bien.
Et en fait, au début de 2020, je vais vous passer les détails d'où est venue l'idée exactement, on en parlera peut-être après, mais du coup je lance Snowball. Et là du coup Snowball prend le dessus sur Behind the Curtain, et du coup je l'ai mis un peu de côté. Et donc Snowball, donc, je sais pas si tu voulais que je le présente maintenant. Ouais, je pense que c'est bien pour... alors peut-être juste, on va faire un sondage par applaudissement. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Qui connaît Snowball? Qui connaît la newsletter Snowball? Qui est abonné payant? Voilà, alors, sympa. Beaucoup de monde à convertir. Donc vous pouvez devenir subscriber, client de la newsletter, plein de choses. En tout cas, il y a une version gratuite. Et c'est une newsletter pour apprendre et trouver des axes pour développer ses finances personnelles. Ouais, c'est assez large, hein. C'est tout ce qui tourne autour de l'argent, on va dire. Donc ça va de comment je gère mon budget jusqu'à comment j'investis dans les Lego, en passant par la bourse, la psychologie de l'argent. Donc c'est vraiment tout cet univers-là au sens large, quoi. Et donc l'idée, c'est vraiment de donner les clés, on va dire, aux personnes qui sont abonnées, ou pas forcément abonnées, mais qui vont l'être, pour mieux comprendre cet univers et mieux comprendre cet univers de l'argent, et pour essayer de le dédiaboliser, on va dire, le dédramatiser et essayer de le vulgariser et donc de le démocratiser. Parce que je pense que c'est quand même un sujet assez important. On a tendance à le... Ouais. Et au tout départ, c'est quoi? C'est un sujet de toi, ça te passionne, t'es un peu geek de ça, t'as creusé, t'as lu les 25 bouquins, les 15 blogs qu'il faut, et tu t'es dit, il n'y a rien en français qui tient la route, je vais le faire parce que ça me motive, ou ça part d'une étude de marché, de se dire, tiens, aujourd'hui, où est-ce qu'il y a un espace sur lequel je pourrais aller? Non, il n'y avait pas d'étude de marché, c'est ça qui était assez cool, c'est que c'est vraiment parti d'un side project où je m'amuse. Et en fait, c'est un sujet qui me passionne depuis la fac. Donc moi, j'ai fait fac d'éco. Donc à la fac d'éco, on n'apprend rien sur l'investissement, tout ça. C'est plus comment fonctionnent les marchés, tout ça. Mais je me suis quand même pris de passion. Je me suis passionné par. Je suis tombé dans ça aux US en 2008, quand j'ai fait une année d'échange. Et là-bas, en fait, aux US, il y a quand même pas mal de gourous des finances personnelles. Il y en a un d'ailleurs qui a sorti un documentaire Netflix il n'y a pas longtemps, Ramit Sethi. Donc ouais, ça a commencé là-bas, et en fait c'est resté en tâche de fond, c'est quelque chose qui m'intéressait, donc je lisais un peu, mais je lisais pas tous les livres, etc. Mais je continuais de m'intéresser à l'économie et tout ça. Et en fait en 2019, ouais c'est ça, en 2019, début 2020, je m'amuse à partager chaque année un rapport sur tout ce que j'ai fait dans l'année. Et là, pour la première fois, j'avais mis une partie finances personnelles avec mes investissements, qu'est-ce que j'avais acheté, mon assurance vie, tout ça. Et il y a pas mal de gens qui m'ont posé des questions sur tout ça. Et je me suis dit, en fait, c'est bizarre, même des gens que je connais pas. Parce que je pensais, dans ma tête, moi, c'était un truc qui était disponible pour toutes et tous, quoi, sur Internet. C'était une commodité, ce contenu finance. Et je me suis rendu compte, pas tant que ça, en fait, ou alors pas de la même façon. Donc je me suis dit, je vais tester à écrire mon propre contenu. Donc ça, c'était en mars 2020. Et c'est quoi le premier contenu que tu écris? Tu te souviens un peu le moment où tu t'es dit, allez hop, j'ouvre, j'ai des idées, je commence à taper, et qui s'appelle Eurio Snowball et qui serait un Substack? Non, le tout premier, c'était de la base, donc c'est gérer son budget. Parce que moi, ça faisait des années que j'avais mon petit fichier Excel, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être un truc cool à partager, très concret. Et en fait, c'était ça le tout premier article Snowball. Comment bien gérer son budget pour pouvoir dégager une épargne et investir derrière. C'était ça. Donc on commence à écrire, on en fait une newsletter. Le format, il est évident tout de suite sur la partie newsletter? Ouais, pour moi c'était évident parce que il y avait deux choses. Le premier, c'était que j'aime bien écrire. Je suis plus à l'aise à l'écrit qu'en vidéo ou en podcast ou autre. Et le deuxième, c'était que vu que je voulais que ce soit quand même quelque chose de très pédagogique, je trouve que l'écrit faire une généralité, c'est pas forcément bien, mais je trouve que l'écrit s'y prête quand même mieux. On peut scanner, on peut revenir en arrière, alors que la vidéo, c'est assez linéaire. Ça veut pas dire que c'est pas complémentaire, hein, et qu'il y a certaines personnes qui préfèrent la vidéo, mais voilà. Pour moi, c'était vraiment très naturel. C'était beaucoup plus simple en plus. Pas de post-prod, il n'y a rien à gérer, t'écris et t'envoies, juste à relire. Et en fait, même au début, je relisais même pas, donc il y avait sûrement pas mal de fautes. Donc ouais, c'était beaucoup plus simple. Il y a un côté un peu finalement artisan, maîtrise, qui fait que pourquoi s'embêter avec des médias sur lesquels peut-être c'est plus compliqué, le côté sortir rapidement et itérer est peut-être moins simple aussi, ou en tout cas à l'époque l'était. Ouais, c'est ça, oui, je pense que vu que j'étais encore CMO chez Comet, j'avais pas le temps de faire de la vidéo ou autre.
Et donc là, c'était vraiment hyper simple. Ça m'a pris 10 minutes à faire mon Substack et 1 heure à écrire la première newsletter, je pense, ou 2, mais voilà. Comment il y a beaucoup de gens qui se lancent, sans doute pas encore assez, il y a toujours quelques réticences, mais il y a quand même de plus en plus de gens qui se lancent, de moins en moins de gens après qui se collent à la routine, à la discipline et qui s'inscrivent dans la durée. Comment est-ce que ça prend petit à petit? On sort un premier Substack, un deuxième, un troisième. Qu'est-ce qui te donne envie de continuer? Qu'est-ce qui te fait te prendre au jeu? C'est juste une envie de sortir ce que tu as dans la tête et d'écrire, ou il y a aussi un petit côté, tiens, je suis lu et le jeu devient rigolo? Ouais, bah, y a les deux, forcément. Je pense que ce qui pousse vraiment à continuer d'écrire, c'est les retours utilisateurs, enfin des lecteurs, du coup, dans ce cas-là. Je pense que la première newsletter, j'ai dû avoir, je sais pas, une 10, 15, ouais, une vingtaine de personnes qui m'ont dit « Ah, c'est trop cool, j'ai appris ça, merci, etc. » Et je pense que c'est ça qui te dit « Ah ouais, bah, trop bien, j'apporte de la valeur, je vais en écrire une deuxième, et ainsi de suite. » Et en fait, c'est toujours le cas aujourd'hui. Régulièrement, tu reçois des retours, et c'est ça un peu le plus gratifiant, parce que juste écrire pour écrire, c'est cool, enfin, c'est sympa, mais si t'as pas de retour, bah, ça devient compliqué de garder le cap et surtout de durer sur la longueur, quoi. Donc je pense qu'il faut être passionné par le sujet, en tout cas pour moi c'était le cas, et voir que c'est utile, tout simplement. Ouais, ça t'aurait pas amusé finalement de prêcher dans le désert, ou de ne pas avoir d'inscrits, de ne pas avoir de retour? Il y avait besoin de ce côté lectorat, sentir l'audience qui est là et qui répond. Ouais, c'est hyper important, et puis même c'est hyper important pour toi t'améliorer et améliorer le contenu que tu écris et voir où tu peux aller, parce que moi c'était un peu à l'aveugle, hein, au début, je savais pas trop où j'allais, et c'est comme ça que petit à petit tu penses à des nouveaux formats ou à des nouveaux des nouveaux produits potentiellement. Donc ouais, c'est hyper important ce retour. Et c'est hyper précieux aussi. Comment tu relis, je sais pas si tu les relis d'ailleurs, les premiers épisodes de ce que tu as envoyé? Tu te dis, t'es gêné, t'es fier du delta qu'il y a avec ce qu'il y avait à l'époque, tu te dis c'était un bon début et j'aurais été bête de pas le faire, même si c'était pas parfait. C'est quoi un peu ton ressenti comme ça tu parles beaucoup de l'itération, sur l'amélioration, mais du coup quand tu regardes dans le rétro et que tu regardes les premiers épisodes, c'est quoi ton sentiment? Bonne question. C'est vrai que ouais, quand j'ai écrit les premiers, enfin, voilà, en général quand j'écris, ça se déroule, quoi, je fais pas de plan, tout ça. Donc ça peut être un peu n'importe quoi. Mais en tout cas, le tout premier, je me suis dit, ah ouais, c'était quand même hyper dense, ça partait un peu dans tous les sens. Donc j'ai vu l'amélioration, même dans la structure de la newsletter. Enfin, ça n'a pas grand-chose à voir avec aujourd'hui, même si la base est toujours là. Mais en tout cas, non, je me dis pas, ah, c'était nul. Je dis, ouais, bon, je me suis amélioré un peu quand même. Donc, Alors, on va revenir un peu plus tard sur la partie business, mais si on accélère un petit peu, aujourd'hui c'est 50 000 inscrits, peut-être un peu plus. un peu moins, parce que j'en ai viré 3500 là, il n'y a pas longtemps. Non, j'ai nettoyé un peu la base de ceux qui n'ouvraient pas les mails et tout, donc on est retombé à 47 000. 47 000, bon, ça va remonter. On est quand même pas loin des 50 000, ce qui est déjà un chiffre assez ultra gros pour une newsletter francophone. Comment, en fait, sur les différentes étapes, comment a évolué ta production du contenu? Parce qu'au départ, finalement, il n'y a pas trop de... T'as pas un boulet qui t'est attaché, t'es assez libre. Si t'as pas envie d'en faire une semaine, t'en fais pas. Aujourd'hui, bah, il y a des gens qui sont dans la boîte, c'est devenu une vraie boîte, il y a un chiffre d'affaires, il y a une ambition, il y a une levée de fonds, on y reviendra tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça change sur le métier du créateur de contenu? Alors, moi en tant que créateur, ça n'a pas beaucoup changé. Je veux dire, sur mes newsletters à moi que j'écris, c'est toujours un peu au dernier moment, je choisis les sujets qui m'intéressent, donc j'ai pas vraiment de process. Mais par contre, c'est vrai que vu que maintenant il y a 12 nouveaux créateurs et créatrices, il y a beaucoup plus d'orgas en fait, parce qu'il y a quasiment une newsletter par jour qui sort. Il faut gérer la relecture, il faut gérer la correction, il faut gérer de demander des modifications s'il y a des choses à modifier. Donc c'est devenu une vraie usine entre guillemets à contenu, et du coup ça change vraiment pas mal de choses, mais du coup c'est plus de la logistique et du mise en place de process. Parce qu'une fois que tu as un process qui est hyper clair, en fait ça roule tout seul. Donc ça m'a pris pas mal de temps là depuis le lancement avec les 12 nouvelles newsletters, mais petit à petit ça m'en prend de moins en moins parce que ça s'automatise et puis les créateurs se gèrent, quoi.
Donc ça n'a pas changé grand-chose fondamentalement. Ouais. Comment tu arrives à équilibrer finalement le temps que tu passes à toi écrire, qui était un peu ce qui te nourrissait au départ à titre perso, le côté j'organise finalement la structure, je pose du cadre, j'essaie de professionnaliser entre guillemets la façon dont c'est fait, puis on entend un peu aussi quand même ton envie de liberté sur la plume, et tu dis bah, en fait j'écris quand j'ai envie, et je ne sais pas trop si c'est très processisé pour ton écriture à toi. Comment on arrive à trouver la balance, et est-ce que parfois on sort un peu de l'équilibre? Bah, ce qui a fondamentalement changé, c'est, je pense que le temps libre, j'avais beaucoup plus de temps libre au début, forcément. Et aujourd'hui, bah, je dois gérer quand même beaucoup plus de choses, à la fois en interne Snowball, mais aussi la nébuleuse de créatrices et créateurs. Donc c'est juste que les 2 premières années, j'avais beaucoup plus de temps pour moi, et là, j'en ai plus. Donc c'est juste ça qui a changé, en fait, tout simplement. Tu mentionnes les créateurs qui t'ont rejoint, tu peux peut-être expliquer un peu l'approche bookée que Snowball a commencé à prendre, c'est intéressant aussi ça. Ouais, en fait l'idée, Snowball au début c'était donc une newsletter, il n'y avait que moi, et rapidement je me suis dit ça pourrait être cool d'aller plus vers un média, un vrai média, mais centré autour de la newsletter, donc c'est-à-dire pas un blog ou un journal comme Les Échos ou un blog comme je sais pas Madines voilà dans quelques exemples. C'était de se dire en fait créer plusieurs verticales autour de ce sujet des finances, et donc l'idée c'était d'avoir une newsletter par verticale, donc une newsletter sur la bourse, une newsletter sur le vin, l'investissement dans le vin, une sur le budget et ainsi de suite. Et donc l'idée c'était plutôt que des gens aillent s'abonner à plein de newsletters, qui s'abonnent en fait un peu comme vous vous abonnez à Netflix, à un seul abonnement qui donne accès à plein de différents newsletters. Donc voilà, c'est un collectif. Alors il y en a quelques-uns aux États-Unis. Workweek, c'en est un. Workweek. Je sais plus com ou co. Every, c'en est un autre. Il y a Axios, qui est un très gros média qui a été revendu 500 millions il y a quelques années. Ils se sont lancés en 2017, je crois. Pareil, centré autour de la newsletter. Donc voilà, c'était l'idée, de se dire on va faire un collectif, un bouquet de newsletters, et ensuite proposer un seul abonnement, et les gens pourront choisir donc les sujets qui les intéressent, quoi, tout simplement. Donc c'est ça qui a été lancé il y a 1 mois et demi, ouais, à peu près. Et comment tu choisis les sujets? Tu passes presque dans un rôle un peu de rédac chef. C'est quoi un peu les critères qu'il faut que ça réunisse, au-delà d'être relié plus ou moins avec le sujet finance perso? Les critères, ils étaient assez simples. On en avait plusieurs. C'était avoir les mêmes valeurs que Snowball, c'est-à-dire on n'est plus sur de l'investissement long terme, on n'est pas sur devenir riche en 3 semaines, on n'est pas sur faire culpabiliser les gens, comme on peut voir sur certains gourous des finances sur Insta ou autre. Donc ça, c'est la première chose, donc être aligné au niveau des valeurs. Et ensuite, c'était avoir des sujets qui potentiellement intéressent les gens. C'est pour ça qu'on a des sujets très niches comme le vin ou investir dans les Lego. Donc on va toucher une petite partie, ou alors des curieux, et on a des sujets très grand public comme la bourse ou quoi d'autre, la psychologie et l'argent, qui peuvent toucher vraiment tout le monde. Donc c'était un peu et c'était plus lié aux candidatures. En fait, moi, quand j'ai lancé le collectif, j'ai fait un post LinkedIn et j'en ai parlé dans la newsletter, et j'ai dit voilà, qui est intéressé pour faire partie du collectif pour parler d'un sujet, et j'ai reçu, je sais plus, 60-70 candidatures, et donc du coup j'ai pu piocher là-dedans les sujets, mais aussi les personnalités, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est l'humain qu'il y a derrière. La volonté d'avoir une newsletter, c'était aussi ce côté une newsletter incarnée, c'est différent d'un journal. Oui, il y a des journalistes, mais ils sont moins mis en avant que dans la newsletter. Donc ouais, c'était essentiellement comme ça que ça s'est passé. L'audience qu'ils avaient déjà n'était pas forcément un critère. L'idée, c'est plutôt de profiter de la visibilité du groupe pour faire monter des personnes intérieures. Ouais, il n'y avait pas vraiment, il y avait zéro. C'était pas nécessaire d'avoir une communauté. Il y en a certains qui avaient déjà une newsletter. Il y en avait certaines personnes avaient écrit une newsletter il y a longtemps, d'autres personnes zéro, donc ils commençaient vraiment de zéro. Donc ouais, c'était pas du tout un critère, et ça a l'air de bien fonctionner jusqu'à présent, donc ouais, c'est assez cool. Et autre critère que tu n'as pas cité, c'était le style, l'écriture, la plume. Comment
comment est-ce qu'on s'aligne? Est-ce que finalement on dit 12 personnes différentes, 12 plumes différentes, et il n'y a pas vraiment de règles de style ou de technique d'écriture ou de bonnes pratiques? Comment est-ce qu'on... Toi aussi, tu capitalises sur ton expérience de ce qui marche pas sur cette partie-là pour le transmettre et apprendre des autres? Ouais, sur cette partie-là, c'est pareil, c'était pas... on n'avait pas quelque chose de clair, parce qu'on voulait que chaque newsletter ait un peu son propre ton ou sa propre façon de parler. Tu vois, par exemple, un détail, mais qui veut dire beaucoup, c'est le tutoiement ou le vouvoiement. Moi, par exemple, je vous vois, pardon, dans mes newsletters, et d'autres personnes, ils préfèrent tutoyer, donc ils ont tutoyé, quoi. Donc il y avait quand même quelques règles qui étaient... mais plus des règles de valeur, tu vois, par exemple, ou par exemple si on a un acronyme, de dire à quoi correspond cet acronyme, plus voilà des guidelines à ce niveau-là, mais pas sur le ton. C'est pour ça qu'elles sont assez différentes, et je pense que c'est ce qui peut aussi faire, la force du collectif, c'est que c'est pas des clones, ils se ressemblent pas tous. Le sujet est assez similaire, mais on a notre propre façon de parler. Et donc ça c'est hyper important parce que même moi quand j'ai lancé Snowball, en fait ce que je disais, hein, c'est le contenu, c'est une commodité. Il y en a partout. Moi, j'ai parlé de bourse ou d'actions, etc. Mais des centaines de personnes en ont parlé avant. C'est la façon dont tu vas t'exprimer, le ton, la façon dont tu vas communiquer aussi. Est-ce que tu es très dans la pédagogie ou est-ce que tu es plus dans la technicité? Et bon, bref. Et du coup, chacun a un peu son propre mix de tout ça, et ce qui potentiellement peut toucher une audience un peu plus large avec le temps. Donc ouais. Est-ce que toi, au fil du temps, tu as fait infléchir un peu ton style naturel pour aller vers des choses où tu sais que ça performe mieux, ou ça marche mieux, ou c'est plus efficace? Ou est-ce que finalement on est assez libre de faire comme on le sent? Ouais, non, j'ai pas de... Pareil, on a l'impression que c'est facile quand c'est comme ça, mais c'était assez naturel, pareil, sur ce côté-là. Par exemple, même sur les objets, tout ça, je me suis rendu compte avec le temps que ce qui était important, c'était pas forcément l'objet du mail pour que les gens ouvrent, c'est plus ce qu'il y a dedans, parce qu'au début, bon, ils vont ouvrir les premières newsletters, et après, peu importe l'objet du mail, mais en fait, ils vont continuer à ouvrir avec le temps, parce qu'ils savent que dedans, il y a de la valeur, etc. Donc on n'a pas tout un système d'accroche, de dire en fait si tu lis le premier paragraphe, il faut aller lire le second et ainsi de suite. Même moi, j'ai jamais lu de technique par rapport à tout ça, et je pense pas que ce soit nécessaire en fait. C'est énervant, hein, quand on entend ça. Ouais, il n'y a pas de technique, ça vient comme ça, débrouillez-vous, merci. C'est un peu énervant, je te cache pas. Pour terminer sur ce côté un peu collectif, est-ce qu'il y avait aussi une volonté de ta part, peut-être une lassitude, peut-être une envie qui est plutôt le côté business aussi, de un peu désincarner ta présence à toi par rapport à Snowball pour reposer sur d'autres, ou pour laisser aussi le business se développer sans que tu sois forcément toujours toi mis en avant sous ton nom et ta perso? Ouais, mais c'est vrai que c'était un sujet depuis le début, et c'est beaucoup de créateurs ou d'autres, des startups qui se lancent réfléchissent au nom. On connaît, je sais pas, vous connaissez tous Hugo Décrypte par exemple, qui est très présent dans la marque de son média. MrBeast, YouTube, il y en a plein qui choisissent du coup soit un avatar, soit leur vrai prénom, le Crypto de Caro, il y en a plein. Et moi, dès le début, je voulais pas que ce soit forcément lié directement à moi. C'est pour ça que j'ai choisi Snowball comme nom. Et ensuite, c'est vrai que c'était un vrai sujet de Snowball égale Johan, à Snowball égale plein de créatrices et de créateurs. Et c'est pas évident là non plus, mais je pense que c'est un peu comme un passer le flambeau en fait. Du coup, c'est de faire une transition assez douce. C'est pour ça que moi je parle régulièrement d'eux, je les ai j'ai fait une introduction, je les ai présentés, j'en parle régulièrement dans mes newsletters, donc c'est de montrer qu'en fait toi tu es toujours présent, mais que l'équipe a grandi, quoi, tout simplement. Et c'est pas évident, mais je pense que, et c'est dur, j'ai peu de recul là, tu vois, j'ai 1 mois et demi, donc j'ai du mal à dire si ça fonctionne bien ou pas. Mais en tout cas, des premiers retours que j'ai eus, c'est que voilà, les gens, ils n'ont pas l'impression qu'ils ont déménagé ailleurs, tu vois. Ils sont toujours dans une maison, sauf que la maison, elle s'est agrandie. Donc il y a des nouvelles pièces, c'est cool. Donc c'est plus ça que j'ai l'impression que les gens vivent. Donc je pense que la transition a plutôt bien marché.
mais c'est jamais évident. Ouais. Et est-ce que on commence à pencher un peu du côté de l'histoire business, mais est-ce que le fait de vouloir ou de devoir lever des fonds n'a pas aussi aidé à structurer ce côté de finalement distancier un peu le truc très perso porté par une personne vers quelque chose qui peut être un modèle de boîte et qui t'appartient plus entièrement demain? C'est vrai que la levée de fonds, c'était... Bah, j'étais encore tout seul, donc c'est dur à dire, j'étais encore très lié à Snowball, mais les gens savaient en tout cas que ça allait devenir quelque chose de plus gros. Mais en tout cas, ceux qui ont participé à la levée de fonds, c'était vraiment, il doit y avoir 430 personnes, un peu plus. C'était quand même les gens les plus engagés, donc c'était une toute petite partie de Snowball. Donc je suis pas sûr que ça ait créé forcément cette distance. Je pense que la distance, elle est plus arrivée. Et encore, on peut pas vraiment parler de distance, je pense, parce que je suis toujours quand même très présent. C'est comme te dire, je sais pas moi, prenons Alan, la mutuelle, Jean-Charles est quand même toujours très présent, même s'il y a des centaines d'employés, mais il est toujours là, il parle régulièrement. Ça veut pas dire que les employés ne peuvent pas s'exprimer eux aussi. Mais en tout cas, je le vois un peu comme ça, c'est que tu peux être très présent, mais tu laisses la parole à toute ton équipe. Et en général, ça fonctionne mieux comme ça, plutôt que le tyran, ou je sais pas, qui est solo, et en fait, il n'y a que lui. En fait, ça peut marcher aussi, mais c'est pas le modèle que j'ai envie de mettre en place. Ouais, c'est pas ta vision, ta projection. Ça nous fait une bonne transition avec la partie business. On a bien creusé le côté contenu, le côté newsletter. On va revenir un petit peu en arrière, les premiers posts, ça monte. À quel moment on se dit, attends, là je fais ça gratuitement, vu l'audience, vu ce que j'entends, vu ce que je peux voir aussi de modèles à l'étranger, vu le push quand même de Substack, qui est la techno que tu utilises encore aujourd'hui, vers le côté subscription, donner sa part de payer un café à votre auteur préféré, puis ça devient sur des vrais modèles d'abonnement. Comment à un moment on se dit, attends, c'est peut-être ça ma vie, mon métier, ma boîte, et comment est-ce qu'on teste la première fois? Tu peux nous raconter cette fameuse première soirée de la monétisation, et puis ce qu'il y avait avant surtout? Ouais. Du coup, je l'ai lancé en mars 2020, premier post, et du coup, j'ai commencé à monétiser un mois et demi après, donc on était en avril 2020. Donc c'était hyper rapide. Je me suis pas trop posé de questions. Bon, en général, je me pose assez peu de questions. Je teste et on verra. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des premiers bons retours des utilisateurs qui disaient que j'apportais de la valeur. Je me suis dit, bon, peut-être qu'on pourrait aller encore plus loin, essayer d'apporter encore plus de valeur. Et donc, si on apporte un peu plus de valeur, on peut potentiellement monétiser, hein, et demander de l'argent en retour. Et donc, j'ai fait un petit test. J'ai pris. En fait, non, j'avais fait un post LinkedIn où j'ai dit, voilà, j'ai envie de tester une première offre payante de Snowball. Qui serait chaud pour tester la bêta. Et donc là, j'avais, je sais plus, 400 personnes qui avaient laissé un commentaire. Ça marche toujours bien, ça, pour tester les idées, de faire un post LinkedIn ou peu importe, un peu Insta, où vous voulez, et de prendre ce post un peu comme une sorte de waiting list de votre produit. Et du coup, moi, en fait, je m'en étais servi pour la première fois. J'avais fait une annonce de Snowball avant que ce soit lancé, en disant, voilà, je vais lancer ma newsletter. Qui serait chaud pour s'abonner, et j'avais eu 1000 commentaires, donc j'avais déjà 1000 personnes qui étaient potentiellement intéressées par Snowball avant de le lancer, donc c'est déjà une validation. Et donc notez-le bien, c'est pas obligé d'avoir une énorme, parce que tout le monde me dit mais oui, tu avais une communauté sur LinkedIn, etc. Certes, mais je parlais beaucoup de futur du travail, etc. Donc le sujet n'avait rien à voir. Et je me suis amusé à créer un compte LinkedIn il n'y a pas longtemps avec Snowy, là, la mascotte Snowball, avec 0 abonnés, et j'ai fait des posts à 400, 500 abonnés. Donc, ça ne veut rien dire parce que LinkedIn va vraiment pousser s'il voit que le contenu plaît. Bref, c'était la parenthèse. Tout ça pour dire que oui, j'ai testé, donc j'ai envoyé un formulaire à 400 personnes, à peu près 200, sur à quoi pourrait ressembler la version payante de Snowball. Et donc là, j'ai fait le truc classique. Si je fais ça, est-ce que ça vous intéresse de 0 à 5 ou 0 à 10, je ne sais plus. Est-ce que vous seriez prêt à payer pour ça? Et in fine, j'avais 80% des gens qui étaient interrogés. Alors c'est biaisé parce que c'est des gens qui étaient déjà intéressés, forcément. Mais bon, ça donne un ordre de grandeur.
qui étaient intéressés pour payer autour de 5-6 euros. Du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais tester à 6 euros, quoi. Et donc, je sais plus quel jour on était. Donc on va dans Substack, on active le Receive Subscriptions, on met son prix à 6. Ouais, bah, j'avais fait quand même pas mal de projections. Je me suis pris la tête pendant 3 jours devant mon Google Sheet à me faire des hypothèses, etc. 3 jours de business plan, messieurs, dames. Merci. Ouais, qui en fait servait à rien parce que je savais que ça allait être 6 euros et c'est avéré que je l'ai lancé à 6 euros, quoi. Donc j'aurais pu gagner 3 jours. Mais tout ça pour dire que oui, du coup, je vais dans Substack, j'active le truc et j'envoie le mail d'annonce. Puis il devait y avoir 1500 personnes, je pense, donc, enfin, assez peu, un peu plus de 1000. Et donc là, bah, je l'envoie et dans la soirée, je sais pas, je vois 200, 300 abonnés, un truc comme ça. Donc c'est passé de 0 à 10 000 euros de revenus sur une année. Enfin, c'est des revenus projetés, hein, parce qu'il y a des gens qui s'abonnent au mois, d'autres à l'année, et donc j'ai pas eu 10 000 euros d'un coup. Mais c'était la première fois que je vendais un truc moi tout seul, en fait. J'avais déjà vendu des trucs avec WeThings et tout, mais rien à voir. Et donc là, bah, en fait, ouais, tu te dis, ah ouais, ok, tu sais, c'est un peu comme si tu avais découvert un petit filon et tu te dis, ah, bah, on va aller creuser. Et donc c'est à ce moment-là, je pense que je me suis dit, ça peut devenir mon activité principale. Et du coup, on se prend un petit coup de pression pour sortir une version payante qui est encore mieux que la version gratuite. Comment les jours d'après, on se dit, bon, maintenant il faut délivrer, sinon tout s'arrête? Non, j'ai pas, non, j'ai pas eu de pression parce que, en gros, dans la version payante, dans la gratuite, il y avait 2 par mois, et là, je suis passé à une hebdomadaire, donc ça faisait 6 newsletters. En vrai, ça allait, quoi. Donc, j'avais pas du tout de pression. Enfin, j'ai rarement la pression, donc déjà, je ne l'ai toujours pas aujourd'hui. Donc, ouais, non, pas de pression. Ouais. Et derrière, qu'est-ce qui a fait selon toi que la courbe a commencé à accélérer? C'est le fait de passer au payant a aussi envoyé un message comme quoi il y avait du potentiel derrière, et finalement ça a attiré plus de monde. Comment l'acquisition derrière s'est faite pour passer de 1000 et quelques personnes à 50 000 aujourd'hui? Déjà sur la partie conversion, on n'en a pas parlé, mais sur le modèle économique, en fait, dès le début, je voulais reverser une partie des revenus, enfin des profits de Snowball à la communauté. L'idée, c'était de se dire comment faire. Enfin, vous voyez, quand vous achetez une action de, je sais pas moi, Saint-Gobain ou Total ou que sais-je, peu importe, vous recevez des dividendes parce que voilà, ils veulent intéresser les actionnaires. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être intéressant ce système, mais avec des abonnés du newsletter. Donc se dire, mais en fait, moi, je reçois une partie de vos abonnements et vous en recevez une partie en retour. C'était un peu ce côté redistribution. Et donc ça, je pense que ça a vraiment joué le jour du lancement sur la conversion, parce que les gens se sont dit, ah ouais, c'est cool. Alors, ils n'allaient pas devenir riches avec ça, hein. C'était quelques euros par an, mais ça a créé un lien encore plus fort avec la communauté. Et donc ça a aidé à la conversion. Et ensuite, sur la partie croissance, bah, elle était très organique. J'ai jamais fait de paid, enfin de pub payante, pas encore en tout cas. Il n'y avait pas de programme de parrainage au début, donc c'était beaucoup de bouche à oreille en fait. C'est les gens qui reçoivent une newsletter et qui vont la partager et ainsi de suite. Donc ça s'est fait beaucoup comme ça. C'est pour ça que la croissance elle est assez linéaire quand tu regardes la courbe. D'ailleurs, que tu commentes tous les mois, je crois, dans Behind the Curtain, où tu donnes les chiffres, allez vous inscrire, c'est super transparent, c'est très built-in public, et vous avez quand même plein de trucs à apprendre de comment faire grossir une communauté et la monétiser, c'est assez top. Ouais, du coup, je partage en effet ça tous les mois. Et donc, ouais, donc très linéaire. Et ouais, évidemment, des fois, il y a des pics parce que bah, du coup, tu participes à un podcast. Et bah, tu vois, j'ai fait la martingale avec Mathieu Stéphanie, justement. Donc, tu as des petits pics d'abonnés. Mais bon, si tu le listes sur 3 ans, ça fait pas grand-chose, quoi. Donc, ouais, bouche à oreille essentiellement. Très organique, donc ça monte progressivement. À quel moment on se dit faut que j'explore d'autres pistes business, parce que là on a la subscription, 6 euros par mois. C'est pas ça qui fait l'intégralité aujourd'hui de tes revenus, hein. On a un titre de conférence un peu putaclic sur le sujet, on voit 400 000 euros. Comment ça se compose aujourd'hui ce chiffre, et qu'est-ce qui a été mis en place pour y arriver? Alors, ouais, au début, ouais, du coup, la monétisation par l'abonnement, c'était aussi une volonté de ne pas faire de pub. Bah, parce que déjà, j'avais pas envie d'aller chercher des sponsors. C'était un peu la flemme, là, du coup, au début.
Et en plus de ça, ouais, je sais pas. Au début, j'aimais pas trop ce modèle économique. Alors j'ai changé d'avis 2 ans et demi après, mais donc aujourd'hui, il doit y avoir 265 000 euros, ouais, 265 000 euros sur les abonnements, donc annuels, mensuels, et bah, du coup 150 000 sur la partie sponsor, si on projette sur un an. Sachant que le sponsor, bah, t'es pas booké forcément tous les mois. En août, c'est plus calme et tout. Donc c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir 2 sources de revenus, 2 lignes, quoi. Et donc ça, le sponsoring, je l'ai lancé en juin, ouais, 2022. Donc ça va faire un an là. Et ça marche bien en fait. Au début, j'étais assez, je me disais bon, ça va être un peu galère de trouver des sponsors, mais là, ils viennent naturellement. Je fais pas de c'est des lecteurs, ce sont d'autres des lecteurs d'ailleurs qui ouais, il y a pas mal de déjà lecteurs. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de lecteurs en effet. Et ensuite, il y a aussi le côté bouche à oreille. Tu vois, par exemple, je sais pas si, de toute façon, ils se connaissent tous hein, dans la fintech française. Si tu vois qu'il y a un tel qui a fait une pub dans Snowball, bah, ils sont tous abonnés à la news parce que bah, ils font de la veille ou je sais pas quoi, et du coup ils vont voir, ils font ah eux ils ont fait, mais je vais peut-être en faire moi aussi. Donc tu as ce côté-là qui fonctionne bien. Mais voilà, mais je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra que je fasse de la vente aussi. Mais donc aujourd'hui, ça vient à moi naturellement. Et c'est ça qui est bien quand tu es sur une niche aussi. C'est que vu qu'il n'y a pas énormément de newsletters sur lesquels tu peux faire de la pub, ben en fait, s'il y en a 3 ou 4 en France, bah, forcément, ils vont te connaître et ils vont venir naturellement à toi, quoi. Alors que si tu es sur, je sais pas moi, je cherche un exemple, newsletter marketing peut-être, il y en a beaucoup plus. Donc ça va être forcément plus compliqué à sponsoriser, je pense. Alors le CA, c'est pas le seul truc que tu as structuré vraiment comme un business en partant finalement de l'écriture d'une newsletter. Tu as aussi fait une levée de fonds. Tu as appelé à ta communauté, tu as levé 1,6 million en dollars. C'est ça, c'est le bon chiffre. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça a changé aussi pour toi en termes de moyens pour accélérer ou pas d'ailleurs ton développement ou le garder juste en sécurité? Parce que là, c'est quand même un gros taquet de développement. Ça aurait pu rester une petite boutique sympa. Et avec, bon, alors, tu subis pas la pression non plus de tes investisseurs, j'ai l'impression. Mais... non, ouais, en fait, il faut qu'on rembobine un peu. Donc, si on revient en 2020, en fait, quand j'ai vu que ça commençait à avoir un peu de traction, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire de ce business, quoi. Est-ce que ça va être un solo business? Et en fait, c'est cool, je vais être tout seul et je peux. Il y a pas mal d'Américains, tu vois, qui atteignent le million et du coup, en fait, ils sont bien avec ça, ils font des conférences et c'est cool. Ça me tentait pas trop. Le deuxième, c'était construire un média un peu plus gros. Donc ça, je trouvais ça déjà plus cool. Et le troisième, c'était de construire un média, mais d'aller aussi sur des produits plutôt fintech, on va dire. Et en fait, c'est ça qui m'animait un peu plus, parce que j'adore construire des trucs et tout, j'adore le contenu, mais j'aime bien les applications, vraiment avoir des trucs concrets qui peuvent avoir encore plus d'impact. Et donc j'ai failli m'associer en juin, ouais, été 2020. En fait, il y a Anto qui est venu me voir, qui avait vu sur LinkedIn un de mes partages. Et donc elle me dit, ben voilà, moi j'ai quitté Conto, j'aime bien l'univers des finances perso, discutons quoi. Et du coup on discute et on bosse ensemble pendant 2-3 mois. Anto était très dans le côté, on va aller lever des fonds, on va parler à des VC, donc on a parlé je me suis retrouvé à pitcher Snowball, comment il s'appelle, l'allemand de Rocket, le fonds. Les frères. Ouais. À pitié devant lui, tu vois, qui pèse plusieurs milliards, et lui parler de ma petite newsletter, et du coup c'était assez drôle. Donc ouais, on était parti sur, on va aller lever des fonds rapidement et recruter beaucoup. Finalement, l'association s'est pas faite. Parce que Anto, elle préférait le SaaS B2B, et donc très cool, hein, c'est toujours ma pote, j'ai investi dans sa boîte et tout, donc tout va bien. Mais à ce moment-là, je me suis dit, j'ai pas forcément envie, en fait, là maintenant, de lancer un bulldozer, et donc je vais y aller plus doucement, je vais pas aller lever des fonds, je vais construire la communauté, j'ai pas de pression, j'ai des revenus, je peux quitter mon job tranquille. Et donc là, pendant 2 ans, du coup, je suis resté tout seul, et je me suis dit, en fait, à un moment, quand j'étais chez Comet, j'avais entendu parler d'une boîte qui s'appelle Fairmint. Ils étaient chez The Family à l'époque, et Comet était aussi chez The Family. C'est des Français qui sont partis aux US, et en fait, ils ont créé une boîte qui permet de
de lever des fonds beaucoup plus facilement avec sa communauté. Donc l'équivalent du BSAR, enfin si, on va pas rentrer dans les détails, mais bon bref, ça permet de lever des fonds plus facilement. Et je me suis dit, bah, en fait c'est parfait, moi j'ai une communauté, dans l'univers de la finance en plus, qui est plutôt engagée, donc autant essayer de lever un premier pré-seed, parce qu'il n'y avait pas de produit, donc c'était même pas un seed, un pré-seed avec la communauté, pour commencer à construire toute cette partie médias et produits et recruter des gens et tout ça. Donc ça c'était en février 2022, mauvais timing, enfin, c'était pile la semaine du début de la guerre en Ukraine, mais bon, ça a quand même bien marché. Et à ce moment-là, du coup je me suis dit cet argent-là, donc c'est 1,6 million, donc passe tous les détails, mais j'ai dû créer une boîte aux États-Unis parce qu'ils bossent que avec des boîtes américaines. Donc en fait, la boîte américaine détient la boîte française. Donc c'est un montage. Quand tu es seul, c'est un peu galère. Et puis quand tu dois gérer le SAV d'une levée de fonds, c'est aussi pas mal galère quand tu es solo. Mais ça s'est bien passé quand même. Et donc là, à partir de là, je me suis dit, on va commencer à recruter et à commencer à structurer l'équipe, mais sans me mettre la pression. C'est pour ça qu'entre février 2022 et septembre, du coup c'est quand Pauline m'a rejoint. En fait je suis resté tout seul parce que T'as pas touché. En gros, tu avais les montants aux US, tu as digéré le post-levée de fonds et tu as attendu pour trouver les bonnes personnes. Ouais, j'ai attendu, ouais, exactement. Je voulais pas me presser, je voulais vraiment prendre le temps. Donc Pauline m'a rejoint parce que on parlait depuis des mois, donc c'était vraiment la première. Bon, depuis elle est partie et pareil, on est toujours potes et tout, mais du coup elle m'a beaucoup aidé sur la partie aller recruter, structurer. D'ailleurs, Clément qui est là grâce à Pauline. Et donc ouais, à partir de septembre, c'est là qu'on a lancé la machine recrutement. Et le paradigme change un peu, lancement du collectif, changement techno qui est en train de se faire parce que Substack à un moment c'est aussi un peu limité, ça permet pas de faire tout ce qu'on veut, donc on investit un peu dans le produit. Tu as lancé aussi un système de coaching. On a fait un test. Ouais, c'est un test, mais en tout cas, ça permet de financer ce genre de choses. Ouais. En fait, ouais, sur la partie levée de fonds, j'avais pas besoin d'y toucher pendant longtemps parce que en fait, je brûlais moins d'argent que ce que j'en gagnais, donc c'était cool. Là, je vais commencer à brûler parce qu'il y a 4 personnes, enfin 4, bientôt 5, donc ça commence à brûler, donc il va falloir augmenter les revenus. Mais ouais, donc en fait, là, ça a changé sur la partie. En fait, il faut commencer à penser la prochaine étape. C'est ça le truc. Là, on est arrivé. Tu me demandais. 0 to 1. 0 to 1 est fait. Maintenant, c'est 1 to 10. C'est ça l'ambition. Ouais, je pense on n'est même pas au 0 to 1. Là. Je pense qu'on est 0,5. Le 1, c'est quand on aura vraiment les bases. Les bases de ce que j'imagine être le futur de Snowball. Donc, c'est-à-dire cette partie média, cette partie. Conseil, enfin voir comment on peut dépoussiérer ce conseil financier qui est quand même un métier très traditionnel. Et le troisième pan, c'est donner des outils pour aider les gens à investir. Donc pour moi, quand on aura un peu les fondations de ces trois, on sera au one et après ça sera distribué tout ça, quoi. Okay. Qu'est-ce que, peut-être pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de notre timing, et puis j'entends les estomacs gronder dans la salle. Qu'est-ce que tu retiens alors, tu es un peu dur avec toi-même, parce que 0 à 0,5, moi je verrais ça un peu plus loin quand même. Mais qu'est-ce que tu retiens un peu de ce que tu pourrais conseiller, ou en tout cas ce que tu pourrais résumer ton expérience qui pourrait aider quelqu'un qui serait plus proche du 0 que du 1 en tout cas aujourd'hui? Ouais, c'est une bonne question et je pense que si demain, imaginons, je touche du bois, si Snowball meurt pour je ne sais quelle raison, mais je pense pas, et que je relance une boîte, je pense que je referais exactement la même chose, commencer par contenu, peu importe, hein, ça peut être YouTube, newsletter, etc. Créer une communauté et aller vers le produit, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est précieux d'avoir une communauté. Tu vois, on parlait du test de Money Coach, donc du conseil. En fait, quand on l'a lancé en novembre, il y avait déjà 30 000 personnes, donc on avait plein de personnes sur qui on pouvait tester, avoir des retours. Et pareil, là, quand on va construire le futur produit, en fait, on a plein de potentiels utilisateurs à qui on peut parler. Donc, ouais, commencer par le contenu, la communauté, et aller vers le produit. C'est plutôt que le contraire est beaucoup plus difficile. Quand tu commences par le produit pour aller vers la communauté. C'est compliqué d'acheter une communauté. C'est pas parce qu'on a levé des fonds qu'on peut construire sa communauté. Le bon contenu, ça s'inscrit dans la durée. Donc, commencer par ça, souvent, c'est effectivement là où il y a l'effet le plus lent. On a vu sur ta courbe,
Aujourd'hui 50 000, mais quand on regarde, c'est 3 ans de boulot pour arriver à ça, en organique, et c'est ultra puissant. Ouais, donc je dirais que ça c'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais donner. Bon, faites du contenu, c'est bien, ça me va bien comme conclusion. Vous pouvez retrouver Johan, allez voir sur Snowball XYZ, hein, c'est ça, je crois, de mémoire. Donc snowball.xyz, Behind the Curtain, suivez-le parce que franchement, vous avez plein de trucs à apprendre si vous lancez un business sur les chiffres clés, les mécaniques, n'hésitez pas. Et puis, je pense que vous pouvez nous retrouver tous les deux sur LinkedIn, on est assez réactifs aussi. Et puis, bonne fin de journée, merci de votre attention. Merci. Merci Johan.